Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella évidemment. Direction la Grèce et la ville de Oréocastro, dans le nord du pays qui accueille 10% des 59 000 migrants et réfugiés bloqués depuis la fermeture de la route des Balkans. Des parents d'élèves ont décidé de donner une leçon de xénophobie en refusant que les enfants de migrants soient intégrés dans le système scolaire. Et le journal Éphémérida a fustigé cette démarche en titrant avec une écriture d'enfants sur un cahier d'école, nos grands-parents des réfugiés, nos parents émigrés et nous racistes, se faisant ainsi le miroir d'une société grecque à la dérive. Les titres de votre 20h. Assistons-nous au retour des frontières, c'est le regard du 20h avec l'historien Paul Tourkidorian et l'enseignant-éditeur Philippe Olivier. Réalisatrice, son dernier film est programmé au festival Corsica Doc, Anastasia Mordin et l'invité événement de 20h. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous sur le plateau de Pendant le 20h, je suis très heureux de vous accueillir. Merci. On va parler de votre documentaire, de votre dernier film. Oui. Alors, avec Lydia Terki, vous êtes l'auteur du film Le Projet Sextoy. Durant 8 années, de 1993 à 2001, vous avez posé votre caméra dans l'intimité de Delphine Palazzi, alias DJ Sextoy. Elle a disparu, violente disparition en 2002. Voilà, c'est ça. C'était vraiment l'idée de trace, l'idée de témoignage, de la trace qu'elle a laissée dans la musique qui vous intéressait. C'est ça. En fait, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était que Delphine, donc alias DJ Sextoy, était non seulement un DJ et donc travaillait la musique, mais a aussi travaillé énormément sur son image. Ce qui fait que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas vraiment encore tout à fait le cas. Maintenant, tout le monde travaille sur l'image, tout le monde a un iPhone, tout le monde filme ce qui se passe à droite et à gauche, à la moindre occasion. À l'époque, il fallait vraiment chercher à capter l'image et donc avoir une caméra pour pouvoir effectivement capter son image. Et elle était en demande vraiment, vraiment pressante d'être sans arrêt filmée, sans arrêt en recherche de nous montrer ce qu'elle était. Et elle a vraiment vécu une transformation entre ce qu'elle était à 25 ans et ce qu'elle est devenue à 33. Alors ce qui est très intéressant dans votre film, c'est que il y a toujours une certaine forme de pudeur. La caméra est présente, elle est dans l'intimité, vous êtes très proche même, vous la filmez par des grands plans, des visages assez proches, mais il y a tout le temps une véritable pudeur. Il y a cette évolution du DJ Sextoy, cette évolution physique, mais pas seulement physique, psychologique également. Hein. Oui, mais nous, là, c'est un choix de réalisation à moi et à ma co-réalisatrice, donc Lydia Terki. On n'a pas voulu rentrer avec nos gros sabots, on n'a pas voulu rentrer dans le provoquant, dans la provocation. On a voulu vraiment agir par petites touches pudiques et faire essayer de ressentir aux spectateurs, pas aux téléspectateurs, mais aux spectateurs, ce qu'elle pouvait elle-même dégager. Mais à côté de cet aspect pudique, il y a aussi tout l'aspect musical et toutes ces scènes qui sont donc plutôt c'est cette scène de vie professionnelle. Il n'y a pas que le côté pudique et personnel, il y a aussi le côté artistique et public, donc de toutes ces prestations musicales qui vont de 93 jusqu'à 2001 et où on la voit dans son parcours professionnel et dans toute son ascension professionnelle. D'ailleurs, en ce sens, c'est remarquable le film parce qu'il y a le portrait de Delphine, mais pas seulement. Je veux dire, il y a également cette idée de tracer un sillon et de voir comment la société exactement évolué dans ces années-là. À travers son portrait à elle, on voit en arrière-plan tout ce qui pouvait se passer dans ces années-là. Je suppose que maintenant, il se passe aussi beaucoup de choses, comme il s'en passait beaucoup dans les années 70, 80. Bon, chaque décennie a son histoire. Mais là, effectivement, on voit tout en arrière-plan, on voit tout ce qui pouvait se passer dans les années 90, aussi bien au niveau des rêves que des clubs parisiens underground, comme le Pulp, le Rex. Bon, les gens qui connaissaient un peu cette période-là s'y retrouveront forcément. Oui. Justement, je vous propose de regarder la bande-annonce du film. Ce que j'aimerais être le plus grand DJ du monde. Plus grand. Quelque chose qui flotte. J'aimerais voyager partout dans le monde.
choses se flotte dans la piscine de flotte. Pourquoi tu la branches pas plus souvent ta caméra et... Alors je l'ai dit, c'est un film sur la trace, celle de Delphine Palazzi et celle d'une époque, le clubbing, les années 90, et les deux trajectoires d'ailleurs se confondent. C'est en ce sens-là que le film est remarquable. Vous utilisez essentiellement des images d'archives. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off. Absolument. En fait, on a eu un désir commun avec Lydia, c'est donc de faire un portrait de ce personnage un peu atypique pour cette époque-là. Et on a entrepris de rassembler toutes les archives qui avaient pu être tournées à l'époque, puisque donc le film n'existait pas dans son intention à la base. Et on s'est retrouvé qu'il y a un matériau absolument hallucinant d'images. Et pour cette époque-là, donc c'est assez rare de se retrouver avec autant d'images. Et à côté de ça, parallèlement, on avait aussi tourné des interviews, mais maintenant. Et on a décidé, en voyant tout ce matériau, de n'utiliser dans ce film-là que les archives et de laisser parler DJ Sextoy, de la laisser parler elle-même face caméra en utilisant un entretien qu'elle a fait au tout début de sa carrière, enfin que j'ai tourné au tout début de sa carrière et qui sert un petit peu de pivot tout au long du film. Oui, il revient. Hein. Voilà, il y a des moments de l'entretien du début de carrière qui revient tout le long du film. Avec tous ses désirs, ses doutes, ses ambitions. Et ça ponctue effectivement toute son évolution jusqu'à l'ascension, jusqu'à son ascension un peu trop écourtée, on va dire. Ouais. Justement, sur les doutes, c'est un personnage, en tout cas, tel que vous le montrez, telle qu'elle était dans la réalité, on le voit dans le film, qui doutait beaucoup. Hein. Oui, en fait, c'était quelqu'un de très... En fait, elle avait une dualité intérieure assez impressionnante, c'est-à-dire que c'était à la fois quelqu'un de très joyeux, vif, un peu espiègle, comme on a vu dans la bande-annonce, un petit peu... Et en même temps, elle s'est construit un personnage de scène qui s'appelle donc DJ Sextoy et qui était vraiment complètement dissocié de sa personnalité de départ et qui, lui, était une sorte d'icône trash, sexy, limite provocatrice. Et c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs choisi ce nom de scène, DJ Sextoy. C'était un petit peu pour aller à l'encontre de ce mouvement électro à la base, de l'époque qui était un petit peu rigide, un petit peu froid. Et elle a amené ce côté sensuel, ce côté un petit peu provoque en mélangeant rock, trash, hip-hop, haute couture, même parce qu'elle adorait, chirurgie esthétique, tatouage, piercing. Et voilà, c'était effectivement son désir de devenir quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'elle a réussi réellement à devenir cette personne-là? Ça, je vous laisse le découvrir en regardant en tout cas, le film. Ça suscite également des interrogations sur cette question-là. Vous posez la question, évidemment, a-t-elle tout prévu jusqu'à sa propre fin ? Voilà, alors la question, on se la pose, et je me la pose toujours, donc voilà, je suis vraiment sincère en disant ça, je ne peux pas répondre à cette question, même si j'ai peut-être certains éléments qui pourraient me faire pencher d'un côté ou de l'autre, mais je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. Par contre, ce qu'on a essayé de faire avec Lydia, c'est de lui faire le cadeau de finir son projet. C'est pour ça qu'on a intitulé le film Le projet Sextoy. Au début, on n'avait pas de titre, mais en construisant le film au montage, parce qu'il s'est écrit au montage, donc puisque c'est fait que d'images d'archives, on s'est dit, mais en fait, là, on est en train de faire ce qu'elle aurait rêvé d'avoir comme produit fini. C'est-à-dire que j'espère qu'elle est contente, là où elle est, de voir ce produit exister. Et voilà, quoi. La mémoire, la trace, un personnage hors norme, on peut le dire comme cela. Oui, je pense pour l'époque, c'était très, très, très innovateur parce que maintenant, le tatouage, le piercing, là, tous les jeunes, c'est tout le monde banal. À l'époque, c'était assez surprenant quand même de voir quelqu'un se transformer comme ça à cette vitesse-là, sans tabou, sans barrière. Je crois que c'était assez novateur pour l'époque. Et encore une fois, la transformation physique s'accompagne d'une évolution psychologique, mentale. C'est ça qui est intéressant également dans le film. On va signaler tout de même que le film est projeté au festival Corsica Doc. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, je crois que ce qui lui ferait vraiment plaisir, moi là, c'est l'amie qui parle, c'est qu'elle est projetée dans une programmation qui s'appelle Tout pour la musique au festival Corsica Doc. Son idole, c'était David Bowie. Et elle est projetée le même jour que Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Donc, je pense que là, c'est un bon clin d'œil qu'on lui fait. Et je crois qu'elle serait ravie de Alors, on l'a vu partie. dans le synthé, la projection du film. Il faut aller voir d'ailleurs toute la programmation de Corsica Doc sur le site de Corsica Doc. Vraiment un très très bon festival sur des documentaires exigeants qui questionnent la société en mouvement. Annick Peña-Joule orchestre tout cela et c'est fortement conseillé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Merci beaucoup Anastasia, je suis très heureux d'avoir participé, d'avoir été avec vous face à face pour cette émission. Merci. Vous le savez,
Tous les soirs, nous essayons de vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ce soir, c'est le moment du décryptage d'Inès Moratti. Bonsoir, ma chère Inès. Bonsoir Philippe. J'ai failli avoir un petit fou rire. Je vois en ça. arrivant. Alors ce soir, tu vas t'occuper d'évoquer Workplace, un service lancé par Facebook le 11 octobre dernier. Il s'agit donc d'une plateforme de communication permettant aux collaborateurs d'une même société de partager de l'information, le tout évidemment en conformité avec les politiques de sécurité de l'entreprise. Est-ce que j'ai été bon? Tu es très bien renseigné. Je me demande qui sont tes sources. Si Facebook avait donc déjà largement investi votre vie privée, il lui restait encore un pan de votre existence qui lui échappait. Pour y remédier, le géant des réseaux sociaux a donc décidé de se mêler de vos petites affaires en se déclinant version pro. Alors, quand je dis qu'il se décline, je veux dire par là que les 1,7 milliard de personnes détentrices d'un compte Facebook ne vont pas vraiment être dépaysées puisque l'interface reste inchangée. Alors, à quelques détails près. Donc, Workplace exploite le même algorithme que le Facebook classique en intégrant quelques fonctionnalités supplémentaires nécessaires à la communication en entreprise. Et oui, Philippe, je te vois arriver. Oh. Ce n'est pas que Zuckerberg ait eu la flemme de plancher sur une nouvelle interface. Évidemment que non. Bien sûr, c'est parce qu'il est malin. En fait, il surfe sur sa reconnaissance pour commercialiser son nouveau service, suggérant qu'en donnant aux salariés un outil de travail saveur Facebook, ils seront plus enclins à s'impliquer. Évidemment, le but, c'est d'accroître la productivité. Évidemment, accroître la productivité, à libéralisme oblige. La version business du réseau social prétend rivaliser avec les intranets et les boîtes mail en accélérant la communication entre les salariés. C'est ça, tout va encore très vite. On évoque souvent l'instantanéité, mais c'est aussi le cas ici. Ben, là, il faut dire quand même, on va reconnaître à Marc qu'il marque un point, puisqu'en fait, l'intranet d'entreprise, ça craint plutôt. Mais si Facebook a plutôt pas mal d'expérience dans le fait d'amener les gens à partager, il doit encore démontrer qu'il peut le faire de façon utile à l'entreprise cette fois. Parce que Facebook au travail, pour l'instant, et vous voyez tous très bien où je vais en venir, ce sont plutôt les heures passées à aligner des sucreries, les vidéos de chats regardés en douce et les photos de bébés postées avec un certain excès de zèle. Alors, le risque, avec le même décor pour toile de fond, c'est que le personnel ne change pas ses bonnes vieilles habitudes et passe un peu trop de temps à mettre son statut à jour au lieu de s'occuper de tâches réelles. Même si l'interface grise de la version entreprise semble nous dire qu'on n'est pas là pour rigoler. Ah, ces fameuses vidéos de chats. Bon, on va passer évidemment aux ambitions de Workplace, qui est de donner la parole à tous et surtout aux juniors. Mais en fait, le stagiaire va enfin pouvoir s'en donner à Le cœur stagiaire. joie. Le stagiaire. En toquant directement du grand patron. C'est une révolution. Donc, mais c'est presque le but avoué de Workplace, puisque le directeur général affirmait à l'AFP qu'il s'agit de construire des connexions entre les individus et non pas de se préoccuper de schémas de l'organigramme. Mais se pose forcément la question de la différenciation entre le travail et la vie privée. Alors, côté Workplace, on te dira que ce nouveau service est totalement distinct des comptes Facebook personnels. De même, votre employeur ne pourra pas accéder à vos informations privées par Workplace. Mais moi, je vais te répondre que le flou entre vie professionnelle et vie privée est désormais total. L'usage des smartphones et autres tablettes a fait voler en éclats les frontières du temps de travail. Et lorsque Workplace vante le fait que désormais tu n'auras plus besoin de ralentir ton rythme de travail lorsque tu te déplaces parce que tu seras tout le temps connecté, nous on comprend, répond aux messages corporels à peine l'œil ouvert. Alors du coup, si après ça tu arrives en retard au bureau le matin, tu pourras toujours poster sur Workplace que finalement tu n'étais jamais vraiment parti. Je vais réfléchir. C'est pas sûr que ton patron like, par contre. Tu likerais? Pas sûr. Non. Merci beaucoup, ma chère Inès. À très vite. À très vite. Assistons-nous au retour des frontières. C'est le débat du 20h en compagnie de l'historien Paul Tourki-Dorian et de l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Philippe. Paul. Philippe. J'en prie, installez-vous. Merci. Alors, la semaine dernière, vous avez débattu sur la République, notamment la République a-t-elle encore un sens? Je tiens à signaler que cette question est issue également du livre de Daniel Arnaud, La République a-t-elle encore un sens, aux éditions L'Harmattan. Et pour être
complet. Daniel va ressortir au mois de décembre un ouvrage qu'il avait déjà édité il y a quelque temps, La Corse et l'idée républicaine. Alors c'est un ouvrage revu et augmenté des réflexions de Daniel. Tout ça autour de la République, vous l'aurez compris, et nous aurons certainement l'occasion d'en parler. Alors ce soir, assistons-nous au retour des frontières? C'est notre question. Après la chute du mur de Berlin en 1989, le monde a pensé que les frontières allaient disparaître. Pourtant, on construit de plus en plus de murs, de barrières, de clôtures, notamment en Europe. Alors assistons-nous au retour des frontières? Pour le moment géographique, c'est avec vous, Philippe, que je commence. Oui, c'est l'ancien limès romain, c'est-à-dire qu'il faut des frontières, des borders, comme disent les Américains, à la périphérie de l'impérium européen ou de l'impérium américain, nord-américain. Mais c'est un peu illusoire, parce que c'est pas en construisant des murs qu'on empêche les gens de passer. Ouais. Même ça leur donne l'envie de passer par au-dessus ou passer à côté. Donc en fait, c'est déplacer la question, qui est une des questions majeures du XXIe siècle, commençant. C'est celle des transferts de population. Ouais. Suite aux guerres, on l'a vu, Syrie, bientôt Irak de nouveau, et ailleurs. Et puis surtout, la pauvreté subsaharienne. Et ça, on ne peut pas empêcher des gens de fuir le malheur. Et donc, c'est illusoire de mettre des murs, quelle que soit la hauteur, quel que soit le grillage. Donc, il faut trouver une autre façon de protéger l'immigration, de se protéger de l'immigration clandestine. Paul ? Moi, je crois que surtout, c'est l'Europe, je dirais, qui a commencé à créer le premier problème, à construire des murs en détruisant les frontières, en fait. Effectivement, comme on le disait, on déplace le problème. Souvent, les migrants sont issus, proviennent de pays, surtout pour l'instant, ce qui nous occupe actuellement, du Moyen-Orient, où les guerres sont provoquées par l'Occident civilisateur, comme il aime à se faire appeler, pacificateur, et qui chérit en fait les causes et qui déplore les conséquences. Donc on est face à un problème qui est en fait celui de projection mentale, de barrière mentale et de construction mentale de pays, de nations, en tout cas de statu quo géopolitique. Et je trouve que le problème des barrières physiques et concrètes est secondaire par rapport à ça. Alors justement, sur les barrières physiques, alors pour info, sur les murs et hautes clôtures, cela ne représente finalement que 6% des frontières mondiales. C'est un chiffre important, il est essentiel de le rappeler. À quoi, selon vous, servent ces murs du XXIe siècle? Je dis bien, servent ces murs du XXIe siècle. Vous entendez comme moi, il y a la campagne des présidentielles aux États-Unis. On entend l'un des candidats, le candidat républicain Donald Trump, nous dire qu'il va créer un grand mur pour le séparer. Trump, pour le séparer du Mexique. Tout ça, ça paraît surréaliste. Et pourtant, c'est du concret. Et c'est pas le seul. Les populistes, les mouvements populistes le disent également en Europe. C'est toujours la question de l'autre, le fameux alien américain. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de soi qu'on a peur de l'autre. Donc il faut évidemment faire une dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur. Alors avant, effectivement, on avait des frontières à l'intérieur de l'Europe. On a fait l'espace Schengen, on a fait l'Europe à 28. On a essayé, on s'est dit que les barrières seraient extérieures, mais elles sont mal protégées. Donc effectivement, comme dit Paul, on va taper en face et après on s'étonne que les gens viennent. Tant pis pour nous. Donc il faut régler peut-être le problème à l'envers, c'est-à-dire faire la paix ailleurs, cesser de piller l'Afrique et donner à ces gens la possibilité de vivre, de rester vivre ou de retourner vivre chez eux. Et donc il n'y a pas de souci. Au Mexique, de toute façon, les Mexicains sont déjà... L'alien est déjà dans le corps américain, puisqu'on a vu dans une autre émission que la bascule va se faire, linguistique, il y aura plus de langue espagnole que de langue anglo-saxonne. Donc c'est reculer pour mieux sauter de toute façon. Alors je suis très content qu'il n'y ait que 6% des frontières mondiales parce que c'est dans la tête et c'est depuis longtemps dans la tête des gens. Et le problème qui est issu là-dedans et pourquoi le populisme, entre guillemets, la démagogie en bonne presse en ce moment, c'est qu'il y a eu un effondrement, je dirais, des structures identitaires au sens noble du terme. L'Europe, la mondialisation participe de l'effacement des spécificités identitaires, que ce soit au niveau régional ou des nations sans État, comme la Corse et d'autres pays. Et à partir de là, on retranche les gens dans un repli identitariste qui est différent, je dirais, de la sublimation identitaire et de la spécificité identitaire, et on donne lieu à toutes les démagogies possibles. Et c'est là qu'on voit la montée des extrêmes dans tous les sens. L'instabilité identitaire provoque un repli sur soi et forcément une peur
et une haine de l'autre. Juste pour qu'on évoque aussi l'Angleterre et le Brexit, parce que ça participe aussi de ce désir-là sur cette question des frontières, avec une volonté ferme, c'était en tout cas les arguments de pro-Brexit, hein, de reprendre le contrôle des frontières du Royaume-Uni, reprendre les contrôles des frontières. Vous avez entendu cet argument, hein? Oui, et je voulais ajouter, merci pour du fait d'évoquer l'Angleterre, parce qu'on a l'impression de retourner 2000 ans en arrière, la Grande Muraille de Chine, la muraille d'Adrien en Angleterre. C'est vrai. Et alors le pire quand même, et je pense que les gouvernements français ou les futurs gouvernements français ont raison, ils nous imposent de faire un mur à Calais, mais qu'ils le déplacent chez eux dans ce moment-là. Et qu'ils ne nous fassent pas cette horreur qui est l'enfer de Calais. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu qu'un pays d'un même univers dise non, la frontière, elle sera de l'autre côté. Comme si pendant la guerre 39-45, on avait mis la frontière du côté des Allemands. Enfin, c'est complètement ridicule. Pourquoi, selon vous, il y a une sorte de réaffirmation des frontières dans les discours politiques ? Alors, on ne va pas caricaturer parce que ce ne sont pas que dans les discours populistes, hein, cette réaffirmation des frontières. Bien sûr. Dans un monde de plus en plus globalisé. Pourquoi il y a cette idée-là aujourd'hui ? Je pense que le mur physique, la frontière tenue, essaye de permettre à des gens qui ont peur justement de l'absence de frontières, de la globalisation dématérialisée. Ils croient qu'en refaisant des murs de briques et de broc, ça va empêcher les échanges des esprits. Absolument. Et de toute façon, là, on est aussi sur un problème de terminologie entre mondialisme et mondialisation. C'est-à-dire que le mondialisme, c'est une idéologie du lissement de l'identité, de créer cet être humain vagabond qui n'a pas de pays. Et comme disait un monsieur que je ne citerai pas, chaque pays devient finalement un hôtel, on passe, on reste une nuit, on transite, et plus d'identité du tout. Donc des espèces, je dirais, de clones, hein, les uns des autres. Et donc le mondialisme fait peur et est un danger, effectivement. La mondialisation, c'est finalement, je dirais, le contact de toutes ces cultures. Et je pense que plutôt que de construire des murs, il vaut mieux bâtir des ponts. Et ce qui ne veut pas dire que l'identité, la spécificité, est un danger. La différence n'est pas un danger, c'est une richesse. Il faut la concevoir comme ça, à condition, bien sûr, d'être soi-même sûr et stable, identitairement parlant et psychologiquement parlant et intellectuellement parlant. C'est l'uniformisation qui est un danger, c'est ça ? L'uniformisation est un danger. Oui, vive la société métisse, quelle qu'elle soit, parce que ça permet d'écouter l'autre. Quand on écoute les reportages sur des Syriens dans des petits villages où ils sont accueillis, on entend les gens qui disent « Ah, j'ai beaucoup appris de ce Syrien », et le Syrien dit « J'ai beaucoup appris de cet Allemand ». À condition d'avoir un socle, une identité forte, structurée, sûre, à la base, qui est le principe de la nation. C'est un peuple qui a une identité, qui possède, entre guillemets, la jouissance politique de sa terre, et donc, de fait, des frontières. On fera un débat sur, justement, les nations. Et avec cette question, les nations sont-elles dangereuses ? C'est une vieille question de Michel Fournier. Et j'aimerais bien qu'on fasse un débat sur ce sujet. Et je le dis d'ailleurs aux téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #PLH20 ou #pendant le 20h, sur ces débats-là. Et donnez votre avis également, c'est intéressant pour nous. 40 secondes pour convaincre. Vous connaissez, c'est la règle de l'émission. Paul, c'est avec vous que je commence. Assistons-nous au retour des frontières. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un retour des frontières, mais moi, je le situerais plutôt au niveau mental, je dirais, voire intellectuel. On a tendance à cloisonner, à établir des camps, à confronter, à créer des chocs de civilisation, comme on le voit à l'heure actuelle, qui permettent d'influencer la géopolitique dans un sens ou dans l'autre, de faire peur aux citoyens, de jeter des gens sur les routes, alors qu'en fait, on a les moyens. On a concrètement les moyens, encore une fois, non pas de construire des murs, mais d'établir des ponts et de permettre la communication. Les frontières, c'est pas forcément s'enfermer, c'est aussi une porte qui s'ouvre. Ça peut être une porte qui s'ouvre, à condition que l'on soit deux à pouvoir discuter d'un côté et de l'autre. Philippe, c'est avec vous dans Top. La solution, elle est de l'autre côté. Donc si on construit un mur, on ne peut pas comprendre ni agir sur la solution. Donc il faut plutôt ouvrir les fenêtres que fermer les portes. Construire effectivement des barrières d'immigration raisonnées, sans pour ça construire des murs. Comme je l'ai dit, de toute façon, les murs sont faits pour être transgressés, soit sauter par-dessus, soit passer à côté. On voit bien ce qui se passe du côté de l'Est de l'Europe, Hongrie et autres. Ça ne fait que déplacer le courant, mais c'est comme de l'eau. Quand vous avez des centaines de milliers, des millions de gens qui sont sur les routes pour toutes les raisons qu'on a dites, de guerre, de famine, etc. Et effectivement, ils vont passer, ils passeront. Donc ça ne sert à rien de faire un mur. Ouais. Ou ils sont déjà là.
Vous êtes OK pour le débat sur les nations? Je présume que ça vous va. Je pense que ça ira. On va se dire qu'on va se voir à la rentrée parce que, vous le savez, nous allons vous proposer quelques rediffusions dans les jours qui viennent et nous reverrons aux alentours du 6 novembre pour continuer à débattre. Et on prévoira un débat sur les nations, c'est important. Merci beaucoup à vous deux. Paul, c'est pas trop tard? Pour le temps? Mais non, pour impeccable. remonter le col. Pour remonter le col du Savone. Non, c'est bon. En plus, j'ai fait mes vaccins avant de descendre, donc je risque plus rien là. Vous avez rendez-vous avec le magazine Économie présenté par Stéphane Houchat. Restez donc sur France 3 Corse via Steel. Moi, je vous dis évidemment à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.